Hello! Histoire de recontextualiser un petit peu cette vidéo, c'est les RUM qui ont eu lieu le mardi 9 janvier 2024 pour la Drink Love Share première édition. Donc petit event IRL pour se rencontrer, papoter, kiffer, boire des coups et se montrer des trucs chouettes. Un grand merci à ceux qui sont venus sur place pour contribuer à l'event. Un double grand merci aux rumpers qui ont fait leur rump le jour J, mais qui ont aussi bien voulu la réenregistrer parce qu'on a eu galère sur galère pour les records. Ça arrive, c'est le jeu. On espère que ça va vous plaire. Et voilà, continuez à faire des choses chouettes. Bonne vidéo. Tchou. Vas-y, c'est quand tu veux, on est tous mute. Ok, bah, du coup, je vais y aller. Hop, bah, let's go. On va discuter de Red Team Fail ou comment rater son opération. Pour ça, on va suivre les aventures de ce petit dino en rouge, qui est un ancien pentester et qui s'essaie à la Red Team. Et comme toute personne qui s'essaie à la Red Team, il a décidé de créer son infrastructure. Donc pour ça, il a un serveur de type command and control, un redirecteur et un serveur de phishing. Il s'est acheté un domaine dinoserver.com et il a commencé à mettre des certificats HTTPS sur son infrastructure parce qu'il s'est dit que ce serait mieux d'avoir un cadenas pour ses pages de phishing. Alors dans l'idée, c'était très bien. Dans la pratique, il a déjà commencé à faire des bêtises. Et on va voir tout de suite qu'il a leaké ici une partie de son infrastructure. On voit un bon gros gofish.dinoserver.com. Et bien pire que ça, il a leaké le nom de son client, microsoft.dinoserver.com. Donc ce qu'il faudrait faire, ce serait prendre des noms génériques pour ces noms de domaine et prendre un certificat de type wildcard. Comme ça, il cacherait tous ses sous-domaines derrière la wildcard et il n'a plus de soucis. Lui, ça lui a pas trop posé de problème. Il a commencé son phishing. Il a commencé son phishing de manière basique, hein. Il a récupéré le binaire GoFish, il l'a mis sur son serveur, il l'a lancé et il a configuré son SMTP, il a arrosé un petit peu. Mais rien que là, il a des belles, de beaux IOC qui sont sortis parce que le binaire GoFish par défaut va envoyer, lorsqu'il envoie un email, dans les headers un x-gofish contact, un server name de type GoFish, et tous les emails auront dans le lien de phishing un paramètre RID pour identifier le client fiché. Et tout ça, ça va être topé, bien évidemment. C'est hyper topé, mais lui, il arrose. Il envoie tout le monde et il commence à avoir des callbacks. Mais beaucoup, beaucoup trop de callbacks. Et si, comme lui, vous avez un callback de Johnny Cage et que le process s'appelle malware.exe, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que vous êtes dans une sandbox. Et ça arrive généralement parce que dans votre C2, dans votre command and control, généralement un Cobalt Strike, vous avez activé l'option Host Stage à true, qui veut dire que lorsque la beacon, quand elle est déclenchée sur le PC de votre victime, elle va chercher à récupérer la deuxième partie sur le serveur. Et pour faire ça, elle va communiquer selon un protocole assez connu, qui est utilisé par toutes les équipes de Threat Intel pour avoir la deuxième partie de votre shellcode et obtenir des informations sur la configuration de votre beacon et de votre infrastructure. Donc ça, c'est un gros problème. Ce qu'il faudrait faire déjà, c'est désactiver le host staging. Ensuite, c'est de ne pas uploader ces binaires sur Virus Total. C'est de couper l'envoi des échantillons dans vos VM. Et pour terminer, pensez à mettre une waitlist d'IP et faire en sorte que votre binaire ne s'exécute pas n'importe où. Pour ça, on peut activer du guardrails pour qu'il se déclenche que s'il est sur un domaine spécifique ou si c'est un utilisateur ou un PC spécifique qui le lance. Et lorsque vous avez fait tout ça, normalement, vous allez avoir des beacons. Et il est recommandé de ne pas faire un whoami.exe parce que c'est le gros quick win des Blue Team. Et là, notre dino l'a fait et il commence à se faire courser par la Blue Team juste derrière. C'est la course contre la montre. Et lorsqu'il y a une course contre la montre, on cherche à aller vite. Et donc, ce qu'il va faire, c'est lancer lancer des graphes et essayer d'énumérer ce qu'il a aux alentours de lui en prenant un bloodhound.exe. Et lorsque vous faites ça, vous allez vous faire toper. Donc ce qu'il est conseillé de faire, c'est de ne pas toucher le disque, aussi bien pour le binaire que vous allez vouloir exécuter, mais aussi pour ses résultats. Là, la règle de détection qu'on voit sur ce slide,
c'est sur le résultat du Bloodhound. Donc c'est computer.json, domain.json, user.json, qui sont des gros artefacts qui vous permettront après d'analyser ce que vous avez dans l'AD, mais vous êtes fait toper. Sauf que notre petit dino, il a vu tout de suite qu'il y avait un compte qui était Kerberos stable, il réfléchit pas, j'ai dit c'est bon, je vais prendre mon net exec, je lance ma commande, et c'est bon. Ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, NetExec va faire une requête avec une wildcard qui va arroser tous les comptes Kerberos stable, et y compris les comptes de type Honeypot. Vous êtes fait encore une fois toper. Mais le compte que vous allez récupérer, vous allez potentiellement casser son mot de passe et vous permettre de vous déplacer latéralement. Pour ça, notre Dino se dit, je vais prendre une paquette, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Alors oui, ça fonctionne très bien, mais si vous utilisez smb.exec, c'est basé sur un service qui s'appelait BTO. Maintenant, ils l'ont changé parce que c'était vraiment trop topé et c'est un service qui a un nom aléatoire. Si vous pensiez prendre PSExec, c'est basé sur Remcom Service, qui lui existe depuis 2012 et qui est vraiment ultra signaturé. Et WMI-exec n'utilise pas de service, mais va préfixer toutes vos commandes de cnd.exec/q/t, et ça se voit tout autant dans les logs. Bon, notre petit dino s'est déplacé latéralement sur plusieurs machines. Il s'est dit c'est bon, maintenant je vais dumper toute la NTDS. Pour ça, on continue avec notre net exec. Sauf que la plupart du temps, vous avez juste besoin de ne dumper qu'un seul compte, c'est le compte KRBTGT, et de forger des tickets à partir de là. C'est pas nécessaire de tout dumper, parce que ça fait beaucoup de données pour rien, et vous allez vous faire cramer. Dernier petit tips à savoir avec les dumps de NTDS, c'est que la réplication est faite d'un contrôleur de domaine vers un autre contrôleur de domaine. C'est deux comptes machines qui font ces actions-là. Donc si vous le faites avec un compte administrateur de domaine, donc un compte utilisateur, c'est pas un compte machine. Donc votre dino va encore une fois se faire toper. Et une fois que vous avez compromis toute la partie interne, et que vous voulez aller sur l'externe, typiquement sur la partie cloud, en récupérant des clés AWS que vous avez trouvées sur un bureau d'un employé, et que vous faites AWS configure, vous mettez les credentials, normalement c'est bon. Sauf si vous l'avez fait depuis une CALI, parce que vous allez utiliser un binaire qui va s'authentifier aux API AWS, et en s'authentifiant, il va avoir un user agent basé sur platform.release, et ici notre platform.release c'est 6.5 CALI 3, qui va générer des logs CloudTrail qui seront récupérés par GuardDuty, et encore une fois, vous vous faites toper. Et si vous avez fait l'une de ces bêtises que notre dino a fait dans son assessment, vous allez vous faire rattraper par la patrouille et ça sera raté. Voilà. Donc si vous avez des questions, c'est mieux de me les poser sur Twitter à PentestWhisky plutôt que de les poser à notre dino qui a des très mauvaises idées. J'en ai une. Comment faire des slides aussi cute et comment trouver le budget pour GuardDuty, s'il te plaît? Alors pour les slides, c'est facile. Tu vas sur ChatGPT et tu lui demandes de te générer des trucs mignons au format wallpaper. Attends, pour le BTO, t'as pas eu de problème pour la génération de texte? Si. Ok. Si, mais du coup, j'ai Ok. réécrit par-dessus. Je sais pas si on le voit dans ma slide. Globalement, le BTO, j'ai fait un carré blanc et j'ai écrit BTO dessus. La Lubuntu, same. J'ai généré deux images, j'ai pris deux lettres qui marchaient de l'une, deux lettres qui marchaient de l'autre et j'ai tricoté. C'est ouf qu'il arrive pas comme ça. Je pense que c'est peut-être volontaire même. Ah, je sais pas. Et Alors, sinon, il pour le peut y budget, arriver, hein. bonne chance. Il peut y arriver, la Luca, mais faut plusieurs essais, quoi. Il J'ai faut fait le vraiment lui test, donner des. genre, c'est Ok. ça. Genre, hier, j'ai dû avoir 10 essais jusqu'à qu'il écrive ce que je voulais, quoi. Ouais, compliqué. Ouais. Ça va qu'on fait pas des livres avec. Excellent. Est-ce que l'un de vous deux veut prendre la suite? Est-ce que vous voulez que j'enchaîne? Bon, bah, je viens vous présenter un petit retour d'expérience que j'ai sur une red team que j'ai pu réaliser au cours d'un audit qu'on a fait pour un partenaire chez nous. Du coup, comme toute red team un peu classique ou pentest, on commence toujours par de l'énumération et du coup, ça commence forcément par regarder les différents assets que la compagnie peut avoir exposés sur Internet. On se rend compte que la compagnie a un AEDFS qui utilise aussi Office 365 parce que c'est quand même plus sympa, et aussi qu'ils ont une exposition sur LinkedIn qui va nous être très pratique
pour faire de l'énumération d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup avec une liste d'utilisateurs sur LinkedIn? Est-ce qu'on peut construire une liste d'utilisateurs avec LinkedIn? Bien sûr, mais dans un premier temps, récupérer le format d'email qu'on peut récupérer via des outils gratuits tels hunter.io où on met le nom de la compagnie, enfin le domaine de la compagnie, et en général, ils trouvent très facilement le format d'email. Et là, en l'occurrence, c'était prénom.nom@compagnie.com, et ça nous a permis avec LinkedIn de générer une liste d'utilisateurs qui peuvent être valides pour l'authentification sur Office 365 ou sur la DFS. En construisant le word list, on peut pouvoir essayer de brute forcer ses comptes via du spray et du coup essayer de s'authentifier sur les services Office 365. Mais pour ça, on a une politique de mot de passe en général par défaut dans les entreprises, on le connaît tous, où il faut un minimum de 3 jeux de caractères différents et un minimum de 8 caractères. Ça, ce sont les politiques par défaut qu'on trouve dans une entreprise. Cette politique de mot de passe m'a rappelé un peu une anecdote que j'ai pu avoir quand j'étais chez moi, où ma copine est venue me voir en me disant super, j'ai trouvé un super mot de passe pour le PC de mon entreprise. C'est super secure parce que ça passe toutes les contraintes de sécurité. Et là, je lui ai dit, est-ce que à tout hasard, c'est le nom de ta boîte 2022, point d'exclamation. Et elle m'a regardé et elle m'a dit oui avec dépit. Du coup, ça m'a donné un peu l'idée d'utiliser la même idée de faire compagnie 2022, point d'exclamation, qui est valide dans la politique de mot de passe. Du coup, maintenant, on va essayer de les tester sur notre word list, ce fameux mot de passe compagnie 2022, point d'exclamation, grâce à un outil qui s'appelle Office 365 Spray. On peut l'écrire nous-mêmes, mais je vous conseille toujours de le modifier un peu et de voir qu'est-ce qu'il fait, parce qu'on peut se faire détecter en cas de blue team derrière. Là, en l'occurrence, on a pu avoir des hits. On en a eu 35 en l'occurrence. Du coup, on est super content. On arrive à s'authentifier sur des comptes, mais la plupart, ils ont le 2FA. Bon, c'est un peu chiant. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours le vilain petit canard qui n'a pas activé le 2FA, et du coup, on a accès à tout son environnement Office 365. Du coup, on est super content. Maintenant, on peut prendre un peu de recul. Qu'est-ce qu'on a maintenant aujourd'hui? On a un compte valide sur lequel on peut s'authentifier sur tout son environnement Office 365, ses emails, son Teams, etc., son SharePoint. On peut l'utiliser pour l'authentification sur les différentes applications que l'entreprise expose sans 2FA, mais on n'a toujours pas d'accès VPN. Du coup, je me suis dit, mais comment je pourrais faire pour avoir un accès VPN? Du coup, j'ai cherché nom de la compagnie, accès VPN sur Google, tout simplement, parce que Google nous donne toujours la réponse. Et en l'occurrence, il nous a bien donné la documentation de comment demander un accès VPN à l'entreprise. Du coup, la démarche à faire, c'était se connecter au service desk de l'entreprise qui est exposé sur Internet et sans 2FA, bien évidemment. Et du coup, et faire la demande du coup sur ce service desk pour avoir un accès VPN sur lequel ils acceptent ou non par retour de mail. Du coup, je me suis dit, bah, il va recevoir des emails. Du coup, je vais créer des règles Office 365 Outlook pour éviter que la personne dont j'ai compromis le compte ait des notifications sur des emails. Du coup, ce que j'ai fait, c'est si tu vois le mot-clé VPN dans le corps du message, tu les déplaces dans les archives et tu le marques comme lu. Comme ça, il ne verra jamais rien quand le service desk répondra, que ce soit oui ou non. Et du coup, je n'avais plus qu'à camper la boîte mail de la personne en regardant les archives et en faisant des refreshs relativement réguliers, etc. Et ce qui est super sympa, une fois qu'on a fait cette demande d'accès VPN, le service desk a accepté. Et grâce à ça, on a pu accéder, grâce à l'accès VPN qu'ils nous ont fourni dans ces emails, à la réseau d'entreprise via cet accès VPN. Et là, j'ai pu accéder à leur domaine qu'on appellera local.private. Du coup, maintenant qu'on est dans l'ensemble de l'entreprise, du coup, ça se transforme un peu en pentest AD un peu classique. C'est qu'on fait du Kerberos hosting sur un service privilégié qu'on a pu identifier qui avait un SPN.
qui s'appelle Admin SQL à tout hasard. Ce service privilégié, il n'est pas local, il n'est pas admin de domaine, sinon c'est trop facile, mais il est quand même admin local de plusieurs serveurs. En étant admin local de ces plusieurs serveurs, du coup, ça nous permet de énumérer un peu les différents serveurs sur lesquels on a accès. Et là, on trouve un super script d'un infogérant qui est admin local d'autres serveurs encore. Du coup, c'est super sympa. Là, en l'occurrence, en plus, c'était super facile d'identifier qui était l'infogérant, puisque c'est infogérant underscore admin. Et c'est là, on est super content de déléguer l'administration de notre entreprise par des prestataires. Et du coup, avec ça, j'ai pu trouver sur un serveur sur lequel j'avais été local admin un script qui est exécuté dans des tâches planifiées. Et ce script, il est exécuté avec un compte admin du domaine. Du coup, je me suis dit, bah, c'est super sympa. Je suis local admin du serveur. Du coup, j'ai accès en lecture et écriture de ce script. Et du coup, je peux le modifier. Du coup, je me suis juste ajouté le compte que j'ai Kerberos dans le groupe admin du domaine. J'ai pu activer et exécuter cette tâche planifiée, parce que ce qui est super bien sur Windows, c'est qu'on peut tester nos tâches planifiées et pas attendre comme sur Linux, attendre que la cron tab s'exécute. Du coup, c'est super sympa. J'ai pu faire plusieurs jeux de test, donc c'était super cool. Et voilà, j'ai pu avoir mon compte admin du domaine. Mais bon, après, tout le monde aime bien être quand on est admin de DOM, c'est faire un petit DC sync parce que c'est rigolo d'avoir tous les comptes de tout le monde et avoir le carb TGT. On a pu tout récupérer sans que l'entreprise s'en aperçoive. Et voilà, on a pu compromettre toute l'entreprise depuis Internet en partant juste d'une énumération d'utilisateurs sur LinkedIn. GG. Est-ce que vous avez des questions? Parmi Ouais, les moi, questions qui avaient été données le jour J, il y avait sur 35 utilisateurs, enfin 35 fichiers Ouais. sur combien? Il y en avait en général une centaine, un peu plus d'une centaine d'utilisateurs que j'ai pu valider, en tout cas de comptes valides que j'ai pu énumérer. Et sur ces centaines de comptes valides, bah, il y en avait une 35 à peu près, qui étaient, enfin 32 j'avais dit dans les slides, qui étaient valides. Du coup, c'est assez fou que les gens ne sont pas sensibilisés sur ça. Mais après, l'avantage, c'est que la plupart avaient le DFA quand même. Mais bon, ça reste quand même pas Sensibilisé ou terrible. non, on pourrait quand même avoir une liste des règles, un peu de brute force régulier, des trucs comme ça, mais bon. Ben, je sais que il y a des systèmes qui permettent de mettre de la détection de mots-clés dans les mots de passe au moment où on le set. Et notamment, en général, ça empêche de mettre le nom d'entreprise. Mais je sais que par défaut, elle n'y est pas activée ce genre de sécurité. Et du coup, il y a plein de gens qui utilisent ce genre de choses. Après, ça nous est déjà arrivé sur d'autres trucs d'avoir trouvé typiquement, et c'est pas le nom d'entreprise, mais ça va être des bonjours. En France, on aime bien bonjour. Mm. On aime bien les mois, on aime bien les saisons. Après, les saisons, c'est plus anglophone, mais en France, on aime bien bonjour. Je ne sais pas pourquoi les gens ils aiment bien bonjour. Pas que, les outils de Poda aussi qui prennent le lieu où il y a le QG d'une entreprise, ou juste une adresse, qui vont prendre tous les noms de villes autour, et derrière, tu peux spray ça aussi, Ouais. nom de Il y a le ville, nom nom de de la rue rue. aussi. Il y a ouais, le Ouais, nom de la rue c'est aussi. Ouais. accro. C'est fou. Et typiquement, je sais que j'ai un collègue, ce qu'il fait, c'est que s'il arrive à énumérer le LDAP, il regarde quand est-ce que le mot de passe a été changé, et du coup, il va essayer le mois, le mois dans le mot de passe, dans le mot de passe. Ça se fait, ça se fait. Ouais. Il y en a un de vous deux qui avait une question en plus, les Ouais, gars? moi j'ai une autre question. C'est du coup, pour un peu plus les pousser encore plus en profondeur, on va dire, pourquoi tu t'es juste arrêté à l'AD et tu pas été pawn leur Office 35 par exemple, les Rois Azur, enfin la suite, c'est que c'était pas dans les trophées de la mission ou juste Bah, niveau temps c'était chaud? c'est juste que niveau temps, c'était assez chaud. En plus, à un moment dans la mission, je m'étais fait détecter sur une action, mais au final, même ce qu'ils ont fait derrière, ils ont rien vu parce qu'ils savaient pas d'où j'étais rentré, etc. Et du coup, j'ai eu un call avec le RSSI. Et quand j'ai eu le call avec le RSSI, je lui dis, bah, j'ai pawné votre AD, mais l'action que vous avez détectée, ça a servi littéralement à rien d'avoir coupé le serveur que j'ai tapé parce que j'avais accès à plein de serveurs en fait. Mais ils ont du coup, ils m'ont dit ouais, on a décommissionné le serveur où je me suis fait détecter. Oui, parce qu'il y a du cross-strike, j'avais pas vu, et j'ai fait un petit dump de LSAS. Bon, très mauvaise idée de faire ça quand il y a du cross-strike. Mm. Du coup, ils ont décommissionné le serveur, mais ils n'ont pas trouvé d'où je venais.
Et c'est ça qui était fou, c'est qu'ils étaient incapables de remonter à comment j'ai fait pour remonter, accéder au réseau interne depuis Internet. Enfin, comment j'ai fait pour avoir leur accès VPN. Du Pérenniser coup, son. ouais. Et du coup, c'est pour ça que dès que j'ai eu le compte admin de domaine, du coup, le RSSI il a demandé à ce qu'on s'arrête et qu'on fasse un retour, qui était déjà énorme parce que c'était quand même la D du groupe. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. J'aurais pu te poney typiquement tout leur environnement Azure, etc. Avec. T'es pas payé plus? Bon. Non. Oui, tout de suite. Bon, ça va. C'est une boutade. Embauchez-moi, je ne pense pas vraiment comme ça en vrai. Ok, nickel. Du coup, petite presse pour présenter des astuces et des tricks de rat. Parce que bah, y a les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai plein d'astuces un peu de rat et ils me demandent tout le temps en mode mec, comment tu fais pour avoir des certifs, des trucs comme ça gratuits. On m'a même renommé Rat Yann Le 4 parce que du coup, pour le petit jeu de mots, tout ça. Et juste rapidement, bah, je suis étudiant et je suis aussi pentester en même temps en alternance. Donc voilà. Le premier trick, qui est un peu obvious à première vue, mais qui est quand même vachement intéressant, c'est de faire des CTF. Parce que le CTF, c'est le meilleur moyen de gratter des trucs gratuitement, notamment parce qu'il y a plein de prix très sympas à chaque fois. Par exemple, là, vous voyez quelques exemples de CTF, comme le HTB Uni, le Real World, etc. Où, bon, certes, c'est des CTF un peu compliqués, mais vu qu'on a du temps, qu'on est alternant et qu'on est étudiant, par exemple, on a plein de temps et bah, l'idée, c'est de réinvestir ce temps pour bon, bah, faire un peu d'argent et bah, prendre des trucs sympas, quoi. Donc si on peut allier les deux, c'est plutôt cool. Et par exemple, vous voyez que bah, Nikhil qui bah, offre des certifications, enfin qui fait des certifications sur plein de trucs de l'AD, tout ça, bah, il offre aussi de temps en temps des certifs via des CTF. Donc bah, c'est l'occasion de pouvoir gratter 2-3 certifs comme ça. Et un organisme un peu plus connu, je pense que tout le monde connaît, Offensive Security, qui font notamment l'OSCP, l'OSEP, tout ça, tout ça. Bah, en fait, plusieurs fois par an, ils font un CTF qu'ils organisent où globalement, tu as juste à poutrer des machines. Et bah, si tu as la chance d'être d'un des plus rapides, donc notamment le premier ou le deuxième, tu peux gagner ton petit bundle de 1 an et donc accéder soit à l'OSTP, soit à l'OZEP ou il y a l'OZ aussi. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir gagner des certifs à plusieurs milliers d'euros comme ça, juste grâce à un CTF, quoi. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de CTF comme ça. Enfin, ça arrive très souvent. Bah, même là, à certaines conférences, on peut trouver des petits CTF à des stands où on peut gagner des petits prix. Donc voilà, vraiment c'est obvious, mais bah, quand on a du temps, bah, autant le réinvestir dans des CTF. Le deuxième trick, c'est un peu plus sympa que je pense beaucoup moins de gens connaissent, notamment quand je discute avec des étudiants qui me disent putain, je savais pas que ça existait, tout ça. C'est tout ce qui est programme en fait étudiant, donc tout ce qui est bourse ou partenariat avec des conférences, où l'idée c'est que quand on est étudiant, on a juste à envoyer un dossier de candidature avec lettre de motivation, tout ça. Et en fait, on a l'opportunité de pouvoir gagner des places de conférences assez sympas, notamment la Black Hat sur les différents pôles qu'ils ont, donc que ce soit EU, US ou MEA. On a l'opportunité de pouvoir gagner un accès en fait aux conférences gratuitement, juste en envoyant une candidature, quoi. C'est assez sympa. Bon, certes, ils ne payent pas le déplacement, mais bah, déjà que la place, elle est à plusieurs, enfin, je crois presque une millier d'euros, quoi. C'est quand même pas mal de choses d'économiser. Et pareil, bah, plus localement, donc en France, on a la Hexacon cette année qui a gentiment offert des accès au training et aux conférences. Et bah, notamment, perso, j'ai pu obtenir une place pour un training, c'était vachement cool. Et pour ça, j'ai juste eu à envoyer une lettre de motivation, expliquer ce que je faisais en cyber et que j'étais motivé et ça peut passer, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses comme ça. Je vous inviterai à creuser un peu plus le sujet, quoi. Le troisième tips, bah, un peu plus obvious pour certains trucs, mais un peu moins pour d'autres, c'est toutes les offres étudiantes qui existent. Il y a plein d'offres étudiantes sur plein de trucs aujourd'hui, que ce soit pour du déploiement de machines, donc avec Azure ou DigitalOcean, qui offrent des crédits annuels de 200, 300, 500 euros par an, même AWS qui font des trucs comme ça, ou GCP aussi qui le font. On a aussi l'opportunité de pouvoir bah, enregistrer des sous-domaines, enfin des domaines si on veut avoir un blog ou des choses comme ça. Là, par exemple, l'exemple, c'est Namecheap, mais il y a d'autres fournisseurs qui le font. Si vous voulez un peu faire du monitoring du cloud, tout ça, parce que le cloud, c'est assez fun, bah, pareil, vous pouvez avoir un accès à Datadog gratuitement. Et si vous voulez entraîner à apprendre des choses sur des plateformes comme RootMe, HackTheBox, TrackMe, bah, ils ont aussi des programmes en fait étudiants. Donc, c'est l'opportunité d'avoir accès à ces plateformes bah, pour un peu moins cher. Donc voilà. Le quatrième, alors ça c'est le truc un peu drôle, c'est que quand on était gosse, je pense pour la plupart d'entre vous, vous avez tous essayé de participer à des concours pour gagner des claviers gamers, des souris gamers et tout.
Mais il existe pareil pour les trucs en cyber, notamment des conférences ou des choses à gagner. Par exemple, VX Underground, pendant tout le mois de décembre, ils ont fait une sorte de calendrier de l'avant pour faire des concours et faire gagner des choses. Donc tous les jours, il y aura un nouveau concours en fait. Et du coup, ça c'est assez drôle, c'est que moi perso, j'ai un peu de chance, et du coup, je gagne souvent. Et du coup, juste la semaine dernière, par exemple, j'ai reçu un DM de Blue Team Lab, enfin c'est Security Blue Team, qui m'a envoyé un message en mode mec, t'as gagné plein de merde chez etc. Envoie-nous ton adresse. Putain, putain, mais j'ai vraiment trop de chance, c'est incroyable. Je me pose la question des fois si je suis pas cocu, mais c'est un autre sujet. Un autre point, pareil, un peu obvious, parce qu'il faut travailler, il faut quand même bosser un peu. Rien n'est gratuit dans la vie, on va dire. Mais en gros, c'est faire de l'alternance, parce que quand on est étudiant, on a du temps, et le fait de pouvoir être payé en même temps de nos études, même s'il faut travailler du coup, ça permet quand même d'avoir une rémunération, de financer ses études, tout ça, de passer des certifications si on a de la chance. Par exemple, moi j'ai mis un petit cœur à la côté du logo de ma boîte parce qu'ils me mettent trop bien. Ils me laissent l'opportunité de passer des certifications, d'aller à des conférences, et c'est un plus en fait d'en plus de prendre de l'expérience et d'être rémunéré, de pouvoir faire ces choses-là, et donc c'est vraiment cool. Et petit mème qui montre les étudiants fauchés qui font l'initiale comparé à ceux qui font l'alternance, quoi. Euh, l'autre truc, ceci, pareil, quand t'es étudiant, t'as plein de temps dispo en vrai. Si tu te touches pas les couilles à scroller sur TikTok ou Instagram toute la journée, c'est faire du bug bounty, quoi, parce que bon, on a du temps, on a envie d'apprendre, et en vrai, il y a des fois, il y a des bounties qui sont pas très compliqués à aller chercher, et du coup, prendre le temps de passer du temps sur des programmes, tout ça, pour essayer de gratter un peu d'argent, même s'il y a l'URSSAF qui vient derrière nous pour choper l'argent et nous demander des comptes, quoi. Et le dernier truc, c'est le plus important, c'est connaître le plus gros rat de France, et qui est moi. Donc voilà, si vous avez besoin de petits tricks, tout ça, parce que j'en ai plein d'autres, des petits tricks cachés de rat que je peux pas dire malheureusement aujourd'hui, c'est un peu trop juicy pour ça. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou Discord, ou venir me voir en conférence, il y a pas de souci, on pourra échanger nos plans de rat. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ou ça va, c'était plutôt cool. Euh, je sais pas. Très cool, évidemment. Une petite question. Oui. Est-ce que tu avais vu le talk, est-ce que ça t'a inspiré un talk DEFCON de mémoire d'un gars qui avait fait un bot pour dire oui, oui, oui à tous les concours trouvés sur Twitter, Insta, LinkedIn et j'en passe. Et il avait mis un drop point, hein, pas chez lui évidemment, sauf que c'était tout type de concours. Donc il a reçu des objets inutiles, des objets drôles, des cours, des bouquins, genre vraiment de tout. Mais il y avait des concours Darknet aussi. Donc il a reçu des pilules à QC Pascal dedans, il a reçu des échantillons de Wii, il a reçu un certain nombre de choses diverses et variées, des plans de gun à imprimer en 3D, et vraiment tout ce que tu peux imaginer. Et il est assez motivant ce talk. De l'autre côté, il a aussi Elle reçu fait deux, peur, trois quoi. lettres de procès, quoi. Donc bon. Ouais. Mais ouais, j'ai vu ça passer, et en vrai, je m'étais enfin, à un moment, il faudrait que je me déterre à faire un bot pour juste toutes les conférences de cyber, ou tout ce qui est lié, genre, tu sais, avec Underground, ou des mecs un peu sympas qui font des concours, genre juste scraper tout ça sur Twitter, par exemple, et Hmm. juste participer à H24, ou les rebalancer sur un feed RSS ou sur un bot Discord. Ça pourrait être fun en vrai, pour aider les gens à gratter des trucs, quoi. Oui et non, hein, si tout le monde a les mêmes liens, des mêmes concours, t'es proba de gagner et descendre un peu. Ouais, mais bon, on est là pour le partage, tu vois. On est quand Écoute, même des rats, mais on aime bien le partage. tu aides tout le monde à gagner, mais tu fais un second concours pour que entre eux et toi, quand eux gagnent, vu que ils ont eu le hint via toi, ils aient des probas conditionnels de devoir te laisser le gift. Ah, ça, c'est le rat de Tu l'extrême en vrai. capitalises, les incentives, ça monte leurs chances de gagner, ça augmente les tiennes. Tout le monde y Ah gagne, sauf bah, ceux qui sont pas dans la combine. Un peu pourquoi comme un pas, Ponzi finalement. c'est ça. Et après, si vous êtes motivé, que vous allez à des conférences, notamment des trucs étudiants, genre Ambrosia, Utrecht, etc. En général, quand je donne des talks, je fais gagner des petits trucs avec des quiz ou des trucs comme ça. Donc, si vous passez, n'hésitez pas à venir. Vous pourrez avoir la chance de gagner quelque chose, peut-être. Ah, quel Donc homme. voilà. Et bah, si c'est good, Excellent. je laisse la Ouais, main. ouais, très bien. Tu peux share screen. Je vais mettre ça ici. Ça ici, je ferai un peu de retravail derrière. Screen, machin, go. Et il y a ça, et il faut que je reprenne ça. Entre temps, je faisais des tests, donc. Mining. Ryan, t'as pas parlé des fritières de Microsoft Azure et AWS qui te donnent plein de crédits pour faire des trucs sympas. Ouais, parce que j'en ai parlé un peu sur l'offre étudiante, mais Azure,
perso, moi, j'évite d'en parler trop quand t'es étudiant parce que des fois, t'es con et tu laisses up des trucs. Ça m'est arrivé de laisser up une VM pendant très longtemps et ils m'ont dit, hey mec, tu peux me donner 200 euros s'il te plaît. J'étais un peu en mode, hey, c'est compliqué. Ouais, ça pique un peu. Ça pique un peu, clairement. Ouais, mais pour faire tourner les bots, je dis ça Ah comme bah ça. oui, bah oui, sur Digital Ocean, sinon, il y a aussi. Tu fais un pipeline GitLab qui s'invoque toutes les 3 heures et qui répond et qui time out et basta. Ah, pourquoi Mm. pas, pourquoi pas. Sinon, il y a la CI/CD sur GitHub. Et dès que le projet est en open source, tu peux utiliser autant de crédits que tu veux. Illimité? Non. De mémoire. À moins que. Enfin, je sais pas, je suis choqué. Parce que si c'est vraiment illimité, il y a des gens qui auraient fait plein de comptes, mais mettre un projet open source avec rien dessus et miner du Bitcoin ou équivalent. Il y a Ouais, bah souvent un petit typiquement, pour tout bitrate. ce qui est cassage de mots de passe dans le cloud, tu peux utiliser Google Colab. Et tu peux y attacher automatiquement une carte graphique qui vient de chez Google. Alors, à éviter Ça a de été le un peu faire avec nerfé, des ça, de mémoire. NTDS. Hein. Ça a été Pardon? un peu nerfé de mémoire, ça. Parce que Ouais. j'ai un pote qui avait fait un projet justement par rapport à ça. Et bon, ça marche plus trop bien maintenant. Mais à une époque, c'est vrai que c'était pas mal. C'était Ah bah, ils ont dû. plutôt Ouais. assez puissant. Moi, je le faisais pour péter les NTDS d'Axobox. Ah, Ah bah, bravo. toujours le petit pull avec The Box, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, on le représente bien sûr. La dernière, du coup, c'est Tipar. Ça fait très bizarre de refaire un truc qu'on a déjà fait finalement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est très perturbant, ouais. Ouais. Du coup, moi, je voulais vous parler d'une faille qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça sur de la XXXSLT qui se transforme en file read sur Chrome quand c'est une version pas 3 jours. Donc j'avais vu ça passer, j'ai pu me réexercer dessus quelques temps après suite à un challenge de Nishacid pour la GREAC 2023. Donc il a fait un super write-up dans lequel normalement il a mis à jour, il n'est pas mis à jour, donné le lab, en l'occurrence non, mais il donne les détails sur quelles versions de Chrome sont affectées et un peu plus comment fonctionne l'exploit, comment taper la faille. Et en tout cas, ce write-up est suffisant pour faire un exploit fonctionnel. Sauf que cet exploit, il est un peu relou parce qu'il nécessite que une page Chrome, enfin une page Internet soit lue pour que cette page aille charger une image, que cette image aille charger une feuille de style pas du tout, XLS, pour ensuite aller charger un bout de JavaScript qui lui se débrouille pour exfiltrer le contenu qui a été lu par la feuille de style qui elle-même est vulnérable à un système d'entité. Bref, c'est un gros bordel, c'est un peu relou et on voit qu'il faut servir différentes choses, il faut se donner un header en particulier. Il y a un gars qui avait sorti le exploit il y a quelques mois et pareil, on voit que il faut avoir des headers pris en compte, il faut renvoyer le bon au bon moment, ainsi que le contenu de l'entité qui a été modifié, etc. Bref, c'était sacrément relou. Et il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui a dit, à peu près avec ce langage, je sais pas, voilà. Et du coup, il y a eu un POC. Bon, vachement plus. Voilà, je ne sais pas lire ça. Je ne sais pas lire ça non plus. En revanche, je sais lire ça. Et ça, dans son POC, qui à mon sens, enfin moi ne fonctionnait pas, mais a été facilement modifiable pour être rendu fonctionnel, il est bien, il est là. On a donc notre bout de SVG. Ce SVG qui va contenir du XSL, mais aussi notre doctype en XML qui va nous permettre de résoudre les entités. Et ces entités vont derrière être utilisées pour populate les balises P, donc paragraphes en HTML, qui ne seront peut-être pas affichés, mais surtout qui vont pouvoir être lus par du JavaScript pour à leur tour être exfiltrés. On voit qu'il n'y a plus de questions de header, on voit que le fichier est encore un peu gros, un peu fonctionnel, mais il y a plein d'overcomplications et tout ce qu'on complique devient très vite une raison pour que l'exploit ne fonctionne pas. Donc moi j'aime bien prendre les choses, les rendre les plus minimales possibles. Donc j'ai pris le lab initialement de Perse, j'avais réussi avec celui de Nishacid, j'avais enfin lab de Perse qui lui-même était basé sur celui de quelqu'un d'autre. Bref, on s'est passé les liens entre copains et j'ai voulu essayer d'améliorer un peu ce exploit pour le rendre fonctionnel. Donc j'en avais un en 3. Donc bien sûr on a dans le lab un petit Docker Compose qui n'était autre que notre image qui nous intéresse, build dans un Dockerfile. Et le Dockerfile, je vais y arriver, contient les choses suivantes, de la configuration de time zone, un Ubuntu à jour, un système avec, de base il y avait Node.js, etc. pour pouvoir servir son exploit, il n'est plus utilisé dans ma version, et bien sûr tout ce qu'il faut pour build Chrome dans la version inculpée.
et ensuite de quoi la lancer sans sandbox. Donc voilà pour la partie lab, en l'occurrence, tant qu'on a Chrome qui peut tourner quelque part en la version vulnérable et avec l'argument pour le dire pas de sandbox, c'est tout bon. Et donc dans la README, j'ai rajouté mes petites notes. Donc après ces notes relativement denses, moi j'avais besoin de juste 3-4 commandes. Et donc, une fois le Docker démarré, qui est ce que vous voyez en haut, donc fraîchement build à l'instant, on va demander le trigger one file, qui n'est autre que Google Chrome démarre s'il te plaît, en mode headless, sans sandbox. Bon, ça c'était pour l'utiliser lors du debug, mais plus utilisé actuellement. Et donc, on va le lancer, pif paf pouf, pré-trigger et le TC password, coucou mon précieux. Et donc maintenant on voit que ça marche, mais pourquoi ça marche? Parce qu'on l'a quand même pas mal simplifié, des.svg. En fait, on peut simplifier pas mal les choses. Déjà avoir juste un bout d'entity fonctionnel, avoir toujours le fichier qui est reflété dans cet endroit-là, donc pas avoir deux fichiers comme montré dans le POC, mais un seul pour éviter d'avoir forcément les deux qui n'existent pas, donc l'une des deux entités nous résolve et des fois des comportements qui peuvent différer. Et derrière, notre URL d'exfiltration de données, avec une première fonction qui va être trigger et dire « Eh, je suis arrivé jusque-là », donc le JS s'est exécuté, donc comportement normal de JavaScript dans un SVG, et un deuxième, un poil plus tard, qui lui va essayer de nous exfiltrer le contenu de Poète, qui est notre fichier exfiltré. C'est vachement plus sympa parce qu'on passe d'une exploitation en 3 étapes avec un header nécessaire, avec un retour, avec du contenu servi en HTTP ou HTTPS, donc du mixed content qui pourrait bloquer l'exploit ou des choses qui pourraient ne pas passer lors de l'exfiltration, à là on fait un post quelque part, mais on pourrait faire une redirect assez facilement et on a juste une image qui auto-sert les 3 types de contenus ou en tout cas de file format qui nous intéressent, plus de header et donc plus de serveur up si ce n'est celui qui est censé récupérer la donnée exfiltrée et plus d'interactions à gérer. Donc on met cette image en tant qu'image de profil, en tant qu'image de produit à vendre, en tant qu'image de lien de même envoyé à ses potes et on l'envoie partout et on attend que les shells ou en tout cas les file read pleuvent. And that's it. Et le tout sera mis open source d'ici peu, je pense. En tout cas, ce sera dans les liens en description de cette rediff de Rums. Et Question, petite monsieur? question, Vas-y, je t'en prie. est-ce que, enfin, je pense que dans la vraie vie, c'est exploitable ou juste, par exemple, en CVTF, ça peut permettre d'inattended des chals, par exemple, je suppose, quand le mec, il a pas mis à jour son Chrome, par exemple, ou un truc comme ça. Yes, yes, yes. Alors ça peut clairement unintended, ça peut clairement être exploité dans la vraie vie. Le fait, on a une chance-malchance qui est que la plupart des gens qui font des technos un peu récentes comme ça, comme des workers Chrome headless, donc, clairement on va pas faire du phishing avec. D'un browser Chrome sur un OS desktop, il y aura pas, ce sera pas vulnérable à ça. En revanche, ah putain, je viens de voir que j'ai fucké mon son, je suis deg. En revanche, si on est dans un Docker. Ah, ok, les gens qui utilisent ce système de browser headless, ils vont s'amuser à faire en sorte qu'il se balade. Et quand il se balade, ça veut dire qu'il est côté infra. Quand il est côté infra, souvent maintenant, il est dans du container, que ce soit du Cube, que ce soit du Docker, que ce soit du Swarm ou autre. Et quand on est dans du container, si tu as un user root, c'est chiant. Si on a un user par root, ça veut dire qu'on va pas avoir accès au device et donc le sandboxing va être compliqué. Donc en fait, on est dans cet entre-deux où c'est possible de configurer la sandbox d'un browser headless dans un container, mais très peu de gens le font. Donc pour ma part, j'ai déjà passé 4-5 fois des exploits browser des N-Day, hein, que ce soit des file read, que ce soit des shells directs. Ça marche. Bien. Ça marche bien. J'avais vu que, par exemple, LOS, c'était assez drôle, il avait trouvé un truc pareil sur les bots de RootMe et il avait pu RCE les bots XSS de RootMe, c'était assez drôle. Ouais. Du Ouais, coup, c'était ils une étaient passent intended. dans le Hall of Fame de RootMe, là. C'était plutôt drôle. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, voyons, de bienveillant ou malveillant avec un accès au token Discord RootMe? Alors là, Un c'est une certain grosse nombre de question. choses. Mais oui. Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet, une petite histoire qui m'est arrivée récemment avec des collègues lors d'un CTF. Et donc, la présentation s'appellera I See No Write Up. Et elle a été présentée une première fois lors du Drink Love Share. Et du coup, moi, c'est Maltemo de mon côté.
Donc l'histoire commence avec le Ping CTF, qui est un CTF polonais, qui a eu lieu fin décembre 2023. Et j'ai commencé par travailler sur un premier challenge qui s'appelait I See No Vulnerability. Concrètement, le challenge, il consistait en une page web sur laquelle on pouvait uploader des images. Et ces images étaient analysées par un OCR qui récupère le texte et qui ensuite l'affiche dans une autre page. Donc concrètement, au niveau du code, on a deux parties. On a la partie upload, dans laquelle on va envoyer l'image et elle est traitée pour récupérer le texte. Et ensuite, on a une partie visualisation, qu'on peut voir en bas à droite, dans lequel il y a plusieurs choses qui sont faites. Le texte qui a été récupéré précédemment, il est sanitize avec l'outil qui s'appelle DOM Purify, qui permet de nettoyer tout ce qui va être HTML pour éviter tout ce qui est faille XSS et donc exécution de code JavaScript. Et ensuite, on a le remplacement du texte nettoyé directement dans le template appelé result.html avec les fonctions .replaceAll. La page est envoyée, on la récupère. Donc, nous, ce qu'on voit en tant que joueur de CTF, on voit un petit bouton Click here to report. En général, quand on voit justement un bouton pour report vers des admins, on se dit ah, ça ressemble beaucoup à un challenge XSS. Donc a priori, il va s'agir de réussir à popper une XSS dans le code, dans la page du moins. Et en regardant un petit peu le code source, on observe deux choses. On observe que le vision text, donc l'élément qui a été récupéré depuis l'image, il est inséré à deux endroits. Dans la balise div, et donc là, directement dans du HTML, et dans une balise script, directement dans du code JavaScript. Et donc là, l'erreur qui a été faite, c'est de dire le texte qui a été nettoyé, il est nettoyé pour du HTML, mais pas pour du JavaScript. Et donc là, on peut tout simplement insérer du JavaScript et s'en sortir sans avoir le nettoyage qui va nous embêter. Donc on réalise notre payload. Concrètement, on ferme la quote, on écrit du JavaScript en faisant un fetch pour envoyer le cookie l'administrateur. C'est basique, c'est simple, et on a réussi le premier challenge. Jusque-là, tout allait bien, et puis ensuite, on attaque un deuxième challenge qui est la suite du premier challenge, qui s'appelle I See No Vulnerability Fixed. Donc, pourquoi je vous expliquais justement ce petit challenge avant qui était assez rapide, c'est que c'est la suite de ce challenge-là, et comme vous pouvez voir, il y a eu 0 solve dessus. Donc on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? La balise script a été enlevée, et il ne reste plus que l'élément qui se retrouve directement injecté entre les balises div. Et donc là, en regardant un petit peu tout ce qui est dépendance Node.js et tout ce qu'il peut y avoir autour, on va se rendre compte que concrètement, tout est à jour, les dépendances sont à jour. Donc à moins de trouver quelque chose dans DOM Purify, une attaque pour s'en sortir, ça paraît compliqué. Donc j'étudie un petit peu le sujet et je me rends compte que DOM Purify, si je trouve un bypass dessus, concrètement c'est une CVE et je peux avoir un bounty dessus. Donc a priori, il y a peu de chances que ça soit la solution du CTF. Donc l'hypothèse la plus probante à ce moment-là, ça va être défaut d'implémentation, mais où? Moi, dans ce que j'ai pu lire, j'ai rien vu avec mes petits yeux. Et donc à ce moment-là, on est en plein milieu du week-end, j'estime avoir passé assez de temps sur le sujet, donc je me dis: «Bon, c'est pas grave, je regarderai la solution, lundi quand le CTF sera fini» et puis je suis quand même curieux d'avoir la réponse. Donc moi je vis ma meilleure vie et puis le lundi matin, je vois, la réponse arriver, je suis très content. J'ouvre le write-up et je vois ça. Alors un write-up qui est très court, très succinct, mais peut-être un poil trop court pour les personnes qui n'avaient pas les références et surtout comment est-ce que ça a fonctionné. Donc on voit 2 choses, principales. On voit qu'il y a une documentation vers Mozilla sur la fonction replace. On voit qu'il parle d'un caractère spécial, $quote qui est utilisé et ensuite il indique qu'a priori, il a utilisé la balise body, pour faire son injection et que ça lui a permis de popper une alerte. OK, très bien. Mais c'est un peu court et moi, malgré les explications, j'ai un peu du mal à comprendre comment est-ce qu'il a fait. Donc moi de mon côté, je vais me nettoyer un peu les yeux et puis je remercie évidemment l'auteur du write-up, pour son write-up extrêmement clair et puis je passe à la suite. Donc, je lis un petit peu la documentation du replace et je tombe sur ce magnifique tableau qui explique à quoi correspondent, les opérateurs $. Concrètement, la valeur $, ça va se permettre de faire une opération spécifique. Donc lorsqu'on croise un dollar, tout simplement pour indiquer $1 dans l'élément qu'on va remplacer, on met $2 pour escape, le dollar, et qu'il soit affiché comme un dollar normal. Et ensuite, on a d'autres opérateurs qui permettent de faire différentes choses. Nous, en l'occurrence, on va utiliser le $quote.
Et le $quote, qu'est-ce qui est dit? Insert the portion of the string that follows the match substring. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que $quote, il va être remplacé par ce qui est trouvé après l'élément qu'on remplace. Alors là, avec tout ce que je vous ai dit, c'est pas hyper clair, c'est pour ça que je vais amener des schémas pour illustrer mes propos. Imaginons qu'on a une string ABC et qu'on décide de remplacer la lettre B. Et on décide de le remplacer par deux choses. De 1, l'opérateur $quote, et de 2, la lettre D. Ça aurait pu être Toto, ça pourrait être Poète, ça aurait pu être beaucoup de choses. J'ai mis la lettre D histoire d'illustrer. Concrètement, le $quote, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'élément qu'il y a après l'élément remplacé, donc la lettre B, et il va l'insérer. Donc si on reprend, on a la lettre A, elle est laissée telle quelle. La lettre B, c'est ça qu'on veut remplacer. Qu'est-ce qu'il y a après la lettre B? C'est la lettre C. Donc $quote est remplacé par C. Ensuite, on remplaçait par la lettre D, ça aurait pu être Toto, ça aurait pu être plein de choses, mais là on a mis la lettre D. Et ensuite, la lettre C, on n'y touche pas, c'est pas une lettre B. Très bien, maintenant qu'est-ce qui se passe si on fait ça sur plusieurs éléments? Donc on utilise cette fois-ci un replace all. Eh ben, on repart du point de départ. Cette fois-ci, à la place d'avoir la lettre C, j'ai mis D et F. C'est moi qui l'ai fait de manière arbitraire, encore une fois, ça aurait pu être autre chose. Commençons à la lettre A. La lettre A, on n'y touche pas. La lettre B, on va la remplacer. $quote, qu'est-ce qu'il y a après B? Ben, il y a les lettres C, B et E. À chaque fois, je parle quand je dis qu'est-ce qu'il y a après la lettre B du initial texte. Donc $quote, il est remplacé par CBE, qu'on peut voir avec le numéro 1 en bas sur le schéma. Ensuite, on met la lettre D et F. Lettre suivante, C, c'est une lettre normale, on n'y touche pas. À nouveau la lettre B, donc on remplace, qu'est-ce qu'il y a après la lettre B? Bah, juste la lettre E, donc cette fois-ci, on voit sur le schéma en bas, numéro 2, lettre E qui apparaît. Les lettres D et F, et enfin la lettre E. Bon, j'espère que c'était clair, pas forcément évident. Mais maintenant que je vous ai expliqué tout ça, bah, c'est cool, mais à quoi ça nous sert concrètement? Mini interruption, pendant la présentation des rumps le jour J, j'étais du père, mais peut-être que la BR n'a pas aidé. Et là, en le regardant une deuxième fois, si vous n'avez rien compris, moi, ça y est, c'est rentré. N'hésitez pas à relancer la portion nécessaire, c'est utile pour la suite. Tout à fait, et n'hésitez pas à faire des petits tests. Moi, j'ai pas mal testé en JS pour bien comprendre exactement ce que ça faisait. Et les couleurs peuvent vous aider. Désolé si vous êtes colorblind, j'ai plus le mot en français, mais voilà. Daltonien, Je sais- bah, il y a daltonien, mais il y en a d'autres qui voient juste pas les couleurs tout c'est court. Donc, différentes variantes du daltonisme, à ma connaissance. ok, tout à fait. Bah, merci. Donc pourquoi est-ce qu'on je vous explique tout ça parce qu'il y a quand même un intérêt. En fait, l'exploitation, elle va se jouer sur le fait que, et l'erreur d'implémentation vient du fait que la balise body tout à la fin a mal été fermée. Alors là, on se dit, ouais, non, mais c'est cool, mais pourquoi? Bah, du coup, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va mettre $quote, on va aller récupérer tout ce qu'il y a après le vision text et on va aller le remettre derrière. Et donc, j'y arrive. Le fameux payload fonctionnel, il ressemble à ça. Et là, vous me dites, bon, bah, il y a encore beaucoup de choses, c'est encore assez complexe d'y voir un peu plus clair. Du coup, moi, je vais vous aider à mettre vos lunettes et je vais nettoyer tout ce qui n'est pas nécessaire pour bien comprendre le payload. Et là, normalement, on devrait y voir plus clair. Qu'est-ce qui se passe? On a la balise body, donc toute la fin de notre code JavaScript, il a été remis avant grâce au $quote. Et du coup, on a une balise body qui était censée être fermante, qui a mal été fermée. Et qu'est-ce qui se passe? L'interpréteur HTML, il va arriver, il va lire la balise body, et il va considérer que le A égal qu'on avait dans notre payload initial, bah, ça correspond à un paramètre de body. Du coup, qu'est-ce qu'il y a entre bah, les quotes qui commencent après le A égal? On a le début d'une balise ahref, mais ça, il le considère comme du texte. Bon, très bien. Et par conséquent, eh ben, la suite, ben, on a une balise image, source qui est fausse, et donc un listener on error qui permet de activer le payload alert 2 et qui va afficher un alerte sur l'écran. D'ailleurs, pourquoi 2? Parce que l'OCR lisait mieux qu'un 1 qui confondait avec un L, et des fois ça faisait planter. Voilà, petit détail. Et du coup, pourquoi est-ce que DOM Purify a mal fait son travail? Bah, tout simplement parce que lui, il n'a pas ce contexte global. Et donc, lui, la première partie, $quote A égal, avec une quote, il considère que c'est pas du HTML. Donc tout ça, il a dit, m'en fous pas lu, il l'a complètement ignoré. Et ensuite, il a regardé la suite, et pour lui, bah, la suite, on a une balise A, href, qui ouvre les guillemets, et à l'intérieur, on a plein de choses, mais pour lui, c'est juste une URL, c'est pas du HTML.
Du coup, il le laisse tel quel. Et ensuite, il a la fin de son lien. En l'occurrence, le lien, on a marqué ASD, on aurait pu marquer n'importe quoi. Mais donc, l'exploitation de cette XSS dépend juste du contexte concrètement. Comme on peut manipuler le contexte autour et que lui, il ne voit que cette partie-là, il ne pourra pas faire son travail correctement puisqu'il n'a pas toutes les informations. Et c'est comme ça que la vulnérabilité a été exploitée. J'espère que j'ai été clair. J'espère que c'était pas trop compliqué. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Et si jamais vous avez besoin de plus de détails, j'ai écrit un write-up sur mon blog qui est disponible en anglais, qui détaille toutes les étapes. Il y aura peut-être une suite à ce talk parce que j'ai fait des petites découvertes entre-temps assez amusantes. Voilà, je Excellent. vous remercie pour votre attention. Le lien sera bien entendu dans la description de la vidéo. Et je me souviens quand même que le jour J, tout le monde avait été mind blow par le ah non, le chevron. Tu sens que tout le monde aurait perdu des heures et des heures sur des rabbit holes à défaut de trouver ce petit détail. Ah ouais, mais c'était. On l'avait vu pendant le CTF, mais on s'était dit c'est bizarre. Et même mon collègue qui m'avait dit mais c'est pas toi qui as fait une erreur en en faisant un copier-coller ou en téléchargeant ou en faisant une mauvaise manip. Et j'étais non, c'est vraiment la bonne chose. Et on aurait pu tilter, mais j'avais pas la connaissance des opérateurs dollar code, donc pour le coup c'était vraiment tricky. Un match and replace, on se dit que c'est tellement juste remplacer un bout dans un autre bout qu'on pense pas à toute la logique qu'il peut y avoir derrière. C'est assez fou. Absolument. C'est assez fou. Mais ouais, je pense que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il n'y a pas eu de solve sur ce challenge. Make sense. Tout paraissait si propre. Et merci à toi. Très très chouette rump. Et merci d'avoir bien voulu le re-record. Avec grand plaisir. C'est parti. Donc du coup, pendant cette petite rump, on va parler de format NTLM, de réponse NTLM pour être plus précis. En fait, ce qui nous est arrivé, c'est que pendant un audit interne, on croise un NTLM V2 très court, donc une réponse NTLM V2 très court avec responder. Et l'auditeur qui trouve ça, il se dit c'est trop court pour être du NTLM V2, c'est du NTLM V1. Il note la vuln, il y pense pas plus. Mais le jour de la récite, les clients ils nous disent ah non, c'est pas possible, en fait, NTLM V1 n'est pas actif. Donc du coup, pour plus jamais faire cette erreur, on va regarder les formats des réponses NTLM V1, NTLM V2 et SSP. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces réponses-là? Et qu'est-ce que c'était que cette réponse NTLM V2 finie à la petite cuillère qui a mis dans le mal plusieurs auditeurs? Donc déjà, petit point terminologie, on va passer rapidement là-dessus. Quand je vais parler de NTLM, on va parler du Change Response, donc du protocole, et V1 et V2 sont juste les versions de ce protocole-là. Je préciserai toujours quand je parlerai de NTH ou de LMH comme en gros le mot de passe haché en NT ou en LM. Et on fait un point, il n'y a pas de hash NTLM, on n'a que des réponses NTLM, c'est complètement autre chose. Et petit point configuration, on reviendra là-dessus à la fin, mais toutes les choses qu'on va voir, elles sont relatives au LM Compatibility Level, à la clé de registre, et on va regarder principalement la colonne client, qui va nous permettre d'avoir la réponse bizarre, le NTLM-V2 bizarre de la fin. Ok, petit point NTLM-V1. Donc NTLM-V1, c'est pas trop compliqué, c'est du DES à partir du hash NT, qui est en bleu, et à partir du hash LM, qui est en vert. On dérive, on fait deux clés différentes à partir du HLM, on fait deux clés différentes à partir du HNT, on chiffre le challenge du serveur en DES, et ça nous donne 48 caractères hexadécimales pour le LM, 48 caractères hexadécimales pour le NT. Et ensuite, on a le challenge. Bon, en rouge, on a le user, la workstation, et en jaune, le challenge du serveur. Donc ça, c'est très simple à casser, c'est pratiquement même instantané grâce au Rainbow Table de CrackSH, parce qu'il n'y a pas de salt. Comme vous voyez, on shift DES avec la key 1, la key 2, et que le serveur challenge, pas de salt, donc Rainbow Table. Ça, on l'a uniquement quand le LM Compatibility Level est à 0 ou 1 pour le client. Ensuite, NTLM-V1, ESS ou SSP, comme vous voulez, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, on ne peut pas utiliser de Rainbow Table parce que c'est salté. Donc, on perd la partie LM. Comme vous voyez, il n'y a que des zéros dans la partie LM, sauf le début qui est utilisé en fait pour le salt du challenge NT. Donc, en gros, le challenge NT, au lieu d'être que le serveur chal, c'est aussi le client chal qui est passé dans la partie LM. Et pareil, on garde user workstation challenge, ça bouge pas.
on peut essayer, quand on a ce genre de réponse, de disable ESS ou -lm avec responder pour potentiellement revenir sur une réponse NTLM-V1. Bon, maintenant, si c'est bien configuré, on n'a pas de NTLM-V1, on a du NTLM-V2. Ça, c'est la tête qu'a un hash NTLM-V2 classique. On a toujours le user workstation, le challenge qui est au début maintenant, et la réponse, ou le ciphertext plutôt, NTLM-V2, qui cette fois-ci fait 32 caractères exacts. Et après les deux petits points, on a un énorme truc qu'on va appeler un blob, pour éviter les confusions, parce que normalement ça s'appelle le NTLM Client Challenge, mais ce Client Challenge là, il contient en lui-même, vous allez voir, un client nonce, un peu comme le NTLM-V1 ESS, qui est le petit nonce du début du client. Donc là, on a le serveur response, le client ciphertext et ce blob. Qu'est-ce que c'est que ce blob? Ce blob, il commence toujours par un truc réservé, donc par des bytes réservés, donc 01, 01. Quand vous voyez ça, vous êtes sûr que c'est du NTLM V2. Si le fait qu'il y ait 32 caractères dans la réponse et pas 48, vous suffisez pas. Ensuite, on a un timestamp en format LDAP Windows NT, un client nonce, comme on l'avait pour le NTLM V1 ESS, et ensuite en orange, alors le bleu là, c'est encore du reserved, et en orange, on a les AV pairs. Qu'est-ce que c'est que les AV pairs? C'est des trucs, si vous allez regarder dans la doc Microsoft, qui sont mis avec un identifiant, donc le 00x, donc ça va de 1 à 8, si je ne dis pas de bêtises, et ensuite leur valeur en hexadécimal. Donc par exemple, 002, là, c'est le nom de domaine. Donc tout ça, le truc, c'est que tous ces AV pairs, notamment le 0, le 1 et le 2, ils sont obligatoires dans la réponse NTLM-V2. C'est pour ça que vos hash NTLM-V2, ou plutôt vos réponses NTLM-V2, elles font 4-5 lignes quand vous les capturez avec responder. Le problème, c'est que bon, là, vous êtes en mode, c'est clair, tout compris, je saurais faire la différence entre NTLM-V1 et NTLM-V2 et s'il y a du SSP. Le problème, c'est que nous, un jour, on est tombé sur un audit et le responder nous a donné ça. Là, si vous regardez bien, vous êtes en mode, ok, JoyType, tu m'as dit, les AV pairs, normalement, le 000, le 001 et le 002, ils sont obligatoires. Là, le problème, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas d'AV pairs. Donc, du coup, l'éditeur qui a vu ça, il était en mode, oh, c'est court, c'est du NTLM-V1. Pas du tout. En fait, il avait la bonne tête, il avait toujours la réponse, le ciphertext à 32 caractères exacts, il avait bien le reserved du NTLM-V2, et le pire dans tout ça, c'est que non seulement les AV pairs ne font pas sens, mais en plus, le timestamp et le client nonce sont pas complètement random. On a testé, on a réussi à reproduire le bug, et c'est pas complètement random, mais ça suit pas non plus une logique très précise. Et là, du coup, nous, là, on les voit, du coup, ça c'est les 5 différents niveaux avec responder pour le LM compatibility level. Ça, c'est les 5 différents niveaux avec responder en -lm. Il faut préciser qu'on a réussi à le reproduire uniquement avec le SMB signing off sur ce serveur qu'on essayait de coercer. Et là, vous voyez, il y a des trucs qui se suivent, donc il y a des chances que ce soit pas complètement random, mais moi, j'ai beau chercher, la doc de Microsoft ou la doc unofficielle de Microsoft nous aide pas plus que ça. Et donc, du coup, j'ai aucune foutue idée de qu'est-ce que c'est que ce hash, comment il a été fini à la petite cuillère par le serveur Microsoft. Et donc, du coup, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me DM sur Twitter, Discord, tout ça. Et je suis friand de petits fixes comme ça, parce que, sauf si vous travaillez chez Windows, je pense que personne n'a aucune idée de comment ça a été fait. Voilà, merci beaucoup. Big thanks pour cette rump. Je me souviens plus exactement s'il y a eu des questions à la fin de ta presse le jour J. Moi, j'en ai une là. Quand tu dis Responder nous donne, est-ce que Responder nous donne ça, ou est-ce que tu as sorti une capture réseau pour voir ce qu'il y avait dedans et c'est pas un bug d'affichage ou un bug de récupération des données dans la trame? Est-ce que vraiment, au point de vue réseau, on n'a que ça qui arrive? Non, du coup, j'ai regardé, on a checké les trames réseau, point de vue de réseau, on a que ça qui arrive. Ça vient vraiment du fait qu'en fait, le problème qu'on a, c'est que le -lm dans Responder, il force l'utilisation du serveur SMB V1 de 2003, ou en gros Windows NT. Et ça, quand tu as un serveur à qui tu dis il faut que du NTLM V2, ça fait full bugger. Ok. Parce que là, il faut se dire que c'est les Ah, derniers une espèce niveaux, de donc c'est mode le de 3, 4, 5. compat, un
Un peu bizarre. C'est ça. En fait, c'est les 3, 4, 5. Donc, c'est le client, il est obligé d'utiliser NTLM V2, mais toi, tu réponds que en SMB V1. Et donc, du coup, SMB V1, il savait pas faire ça. Enfin, Est-ce si, il sait que faire, mais bizarrement, quoi. est-ce que tu as essayé donc là tu arrives à reproduire le cas normal, légitime et le cas bizarre? Ouais, c'est ça. OK. Est-ce que tu as essayé de mettre de l'instrumentation dans le binaire pour voir un peu comment ça se comportait et genre faire un diff des 2 traces d'exécution, donc des 2 appels de fonctions ou flame graph, pour voir, là où ça diffère et du coup peut-être quelle passe est pris? Donc clairement les fonctions seront, sans comment dire? Sans nom de fonction Ouais. parce que c'est Je pense string. qu'en soi, c'est un peu la next step. C'est un peu la next step d'aller regarder la diff qu'il y a entre les deux serveurs Mmh. SMB V1 et V2 parce que c'est pas L les mêmes exécutables Je sais pas d'ailleurs. une quiche en Windows, la partie qui gère, la le respo la réponse, donc l'autant et aussi bien les paquets qui vont s'en suivre, elle est userland ou elle est kernel, côté kernel? Alors, Tu sais pas? je suis un peu une quiche en Windows aussi. Ouais, j'ai pas Moi, je compris. suis juste intéressé. Parce que s'ils Mais prenaient ce qui un petit coup était, de moi, débugger, juste côté front, de se faire back aussi, mais vachement plus long, et côté front maintenant, genre, t'as moyen de faire une gruge ultime où tu demandes juste de loguer pour chacune instruction ce qu'il y a sur ton programme counter. Tu chopes l'intégralité de l'ASM qui a été exécutée et tu dis ChatGPT, make sense of this, please. Et à tout moment, il te dit à peu près ce qui se fait. c'est vrai. Vu que c'est de la Je pense proba, que, à mon avis, là, le next step que j'ai pas encore eu le temps de faire, c'est d'envoyer un petit message sur Reddit parce que je suis sûr qu'il y a des malades qui l'ont déjà fait tout ça. ouais. Bah, j'espère que quelqu'un, en tout cas, peut-être suite à cette conf, enregistrée proprement maintenant, pourra hinter vers une solution. Un petit DM à gentil kiwi va faire ah, je connais ça, écoutez. C'est voilà, Ça peut, c'est pas complètement impossible. ça Mais peut. ouais, non, la seule question qu'on m'avait posée, c'est si j'avais réussi à le reproduire. Et ouais, on a réussi à le reproduire. Classique Windows Server 2016, Mhm. SMB signing en off, et puis LM compatibility level à 3, 4, 5. Et en Et ça, demandant ça pose des dash problèmes. dash V1. Non, LM. Ouais, c'est ça. Non, -LM. Si on précise pas -LM, on a un beau petit HNTLM-V2 classique, sans problème, quoi. Ouais, c'est quand il y a un mismatch de version. Eh ben excellent, merci beaucoup. Again. Pas de souci. Et ben, on va parler de CubesOS pour les CTF dans cette rump. Alors, donc, CubesOS, qu'est-ce que c'est? Déjà, donc, Cubes, c'est un hyperviseur de type 1. Donc, c'est un hyperviseur qui tourne directement sur le hardware du laptop. En général, des hyperviseurs de type 1, on a plus l'habitude de les voir dans des data centers et autres. Mais là, en vrai, c'est un hyperviseur qu'on fait tourner sur son laptop directement. Et l'idée de cet OS, c'est d'avoir une VM par contexte d'utilisation. Donc une VM pour les outils perso du quotidien, type Discord, Signal, etc. Une VM pour une navigation web volatile, par exemple. Donc si jamais il y a des recherches Google que j'ai envie de faire et j'ai pas envie que demain les fichiers ils restent sur mon laptop, quoi. Et puis une VM par CTF, par exemple. Voilà. Donc ça, enfin, l'idée, c'est qu'après vous répartissez ça comme bon vous semble. Sachant que a priori ces VM elles discutent pas entre elles et vos setups sur chacune des VM sont indépendants. Et en plus de ces VM que vous créez vous, il y a quelques VM qui sont de base présentes pour le fonctionnement du laptop. Donc là, j'en ai détaillé 3. 6 USB qui gère tous les devices USB sur le laptop. 6net qui gère les devices réseau, donc la carte réseau, la carte Wi-Fi sur l'ordi. Et DOM0 qui est une VM d'administration qui va donc gérer un peu toutes les autres VM. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie CubesOS for CTF. Donc tous les autres contextes, on va les oublier un peu pour l'instant. L'idée de CubesOS, enfin des VM qu'on va utiliser pour les CTF, ça va être ce qu'on appelle des app VM. Les app VM, c'est des VM qui se basent sur un template et en fait, l'app VM en elle-même, elle ne stocke que son home, enfin que le home user, voilà. Et donc en fait, ça nous permet d'avoir une template VM pour les CTF dans laquelle on a tous nos tools installés comme il faut, on a tout qui est bien propre, voilà. Et derrière, quand on va arriver en CTF ou quand on va se lancer sur un CTF ou whatever, on va, ou même sur enfin on se dit tiens j'ai envie de faire un chal ou alors j'ai envie de dev un tool par exemple qui pourrait être utile en CTF. En fait, on crée une app VM à partir du template
et à ce moment-là, on a un home qui est clean et on peut bosser dedans tranquillement. Donc, mais en vrai, enfin, jusque-là, on est à peu près comme dans n'importe quel hyperviseur qui utiliserait des VM. Enfin, imaginons que vous utilisez une VM pour faire vos CTF de manière classique. Pour l'instant, il n'y a rien qui change. Ce qui change ici, c'est vraiment l'intégration. C'est hyper bien intégré, hyper propre. Vous pouvez avoir deux trucs en parallèle, enfin, avoir les fenêtres sont, enfin, le window manager est hyper bien intégré. Le clipboard est plus clean que dans la plupart des trucs genre VirtualBox, VMware ou quoi, où faut installer des guest additions, enfin, une fois sur deux ça marche pas, on fait une mise à jour, ça casse, enfin bref, voilà. Le démenu, c'est hyper pratique. Depuis une VM vers une autre, enfin, quand on fait sur i3 quoi, le démenu, il intègre toutes les applis de toutes les VM, donc je peux depuis DOM0 lancer n'importe quelle appli dans n'importe quelle VM. Pour transférer des fichiers, c'est facile. Clic droit, move to other app VM. Si jamais je branche une clé USB, ça se passe bien. Je peux la mettre où je veux en 2 clics. Pour le réseau, pareil, ça se passe assez bien. Voilà. Et donc, mis à part l'intégration, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte d'avoir une VM propre, jetable et bien intégrée en 3 clics à chaque début de CTF. En fait, le principal problème que j'avais avant, c'est que je faisais tout sur mon laptop ou sur une VM, whatever, mais en fait j'avais la flemme de me dire vas-y, nouveau CTF, nouvelle VM, et du coup je me retrouvais avec un dossier de downloads qui était rempli des artefacts du CTF d'avant, du CTF d'encore avant, de mes trucs perso que j'avais téléchargés la veille, de trucs que j'avais téléchargés pour le tool que je suis en train de dev, de toutes ces choses-là. Et donc ça, en fait, on s'en sépare hyper facilement parce que c'est vraiment 3 clics pour créer une nouvelle VM qui a le setup qu'on a d'habitude pour faire des CTF et rien de plus. Et voilà. Et le jour où en CTF je trouve un tool que je veux backport, bon bah c'est assez facile, j'ai juste à l'installer dans le template et prochaine fois que je crée une app VM, bah, ce sera dedans. Et donc on a donc effectivement toutes les confs, tous les tools hérités du template. Aucun risque de casser ses affaires perso, c'est le tool sur lequel on bosse. Enfin après bon, c'était des trucs qui sont déjà résolus par d'autres tools genre Pipix, mais là on l'a de manière un peu plus segmentée encore une fois. C'est aussi pratique parce qu'il y a des chals, des fois, des auteurs de chals qui s'amusent à faire des chals un peu trolls. Typiquement, je repense à Insomniac, où il y avait eu un chal qui réécrivait, enfin qui écrivait de la merde dans ton bash RC et qui réécrivait ton prompt ou des conneries comme ça. Ici, bon bah au pire, ok, il a réécrit mon prompt, GG à lui, je recrée une VM de CTF et c'est fini quoi. Bon, enfin du coup les risques de backdoor sont à peu près zéro. Ça permet de, bah moi du coup maintenant à chaque CTF en fait je bosse dans mon dossier download, comme ça je récupère les artefacts directement et j'ai mon VS Code qui est ouvert dans le dossier download et voilà. Donc c'est assez confortable de ce côté-là. On peut donc installer aussi tous les tools du monde sereinement. Encore une fois, le risque de backdoor c'est zéro, le risque de péter ces autres setups c'est zéro. Et vu que, comme je disais tout à l'heure, ça sauvegarde que le /home, en fait la sauvegarde elle est hyper légère, il y a zéro effort à faire, en fait il suffit de shutdown sa VM et voilà. Et c'est facilement browsable, j'ai juste à rallumer ma VM et aller me balader dans le /home et pour récupérer tout ce que j'avais fait. Voilà. Maintenant pour aller plus loin, genre CubesOS pour autre chose que les CTF, n'hésitez pas à venir discuter, que ça soit donc sur Discord, sur Twitter ou bon bah le ici qui correspondait au Carly de la dernière fois. Aussi, il y a un ami et collègue, Pierre Milioni, qui a fait une presse à Pass the Salt, CubesOS for Pentesters, où là, c'est 1 heure de presse dans laquelle il rentre un peu plus en détail de comment ça marche vraiment l'OS et en quoi c'est utile quand on fait des pentests, parce que là, c'est vraiment un cas d'usage très limité que j'ai présenté aujourd'hui. Et dernière chose pour aller plus loin, c'est d'installer l'OS et de se lancer, quoi, parce que en vrai, c'est pas plus difficile que ça. Voilà. Et donc, ciao. Et mes emojis ont bugué pour la dernière slide. Donc ciao. Clap, 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 clap. Voilà. Excellent. Joy, est-ce que tu as des questions? Sinon, moi, j'en ai plein de petites, dont une. Oh, Vite vas-y. fait, troll. Non, vas-y, je All veux good? bien écouter tes questions. Ok. 6 USB et 6 network qui sont indiqués comme pass-through.
Quel est l'intérêt d'avoir une VM pour gérer ça si c'est en pass-through? Est-ce que c'est pour garder juste un peu de consistance sur toute la Alors, distro? Est-ce qu'il y a quand même vite fait des règles de blocage? l'idée principale, c'est pour éviter les rubber ducky. Ah, mais C'est si c'est en que pass-through, ça veut dire que ça arrive non, c'est en directement dans la pass-through une fois que tu machine? as fait 3 clics, dans DOM0 en fait. OK, C'est-à-dire que de OK. base, ta VM enfin ta tout device USB que tu vas brancher, il va être dans 6 USB Mmh. et en fait et du coup, il ne pourra interagir qu'avec 6 USB et en fait, pour lui dire: «OK, maintenant tu as le droit d'aller dans telle ou telle VM», il faut que tu ailles dans DOM0 et dans DOM0 que tu dises: «Je veux, faire du pass-through pour ce device dans, telle VM». Donc c'est Voilà. littéralement le système de enable disable USB qu'on a BIOS ultra chiant au, boot time, mais là, en facile à utiliser, segmenté au runtime. Alors oui et en plus, ça te permet vraiment de choisir dans quelle VM. Par exemple, enfin si C'est vrai. je branche une souris, mais que je veux que la souris elle soit valide que dans, ma VM, CTF, bah, en fait les autres VM, elles auront pas connaissance qu'il y a une souris ici, quoi. Donc tu Voilà. peux limite désamorcer des payloads, que tu sais un Ouais, peu exactement, provoque, OK. exactement. Solide. Ce que je me demandais pour la partie réseau, le fait d'avoir la carte réseau en pass-through, même si tu l'as accepté, il y a quand même la next step qui serait d'avoir du Unix qui, eux, n'hébergent qu'un SOCKS d'une machine à l'autre pour avoir qu'un réseau sortant suite de ton choix et si la passerelle tombe, plus de réseau, plutôt que d'avoir, la Alors c'est un déjà VPN le qui cas, script. c'est déjà le cas. En fait, la OK. comment dire? En fait, tu peux voir ça comme une archi réseau où vraiment imaginer des câbles physiques branchés, dans à travers le laptop et en fait, tu as Sysnet qui reçoit la carte réseau et derrière, je peux dire que, bah, ma VM, CTF, elle a littéralement un câble Ethernet branché sur Sysnet, quoi OK. OK. et c'est Donc comme ça c'est que le pass-through que j'ai dû moi mal en interpréter, fait, c'est dans le ce cas-là. PCI, c'est le device PCI qui est mis dans la enfin, je le pass-through, j'avoue que j'ai mal, formulé. L'idée, c'est que le device PCI, il est directement connecté dans la VM. OK. Voilà. Ouais et il est connecté dans la VM, mais du coup, il sert de routeur pour la VM, qui elle, a la partie réseau? En gros, bah, enfin, comment Ah dire? oui, c'est pas fou dans la VM Sysnet, mais par C'est contre la l VM voilà, Core exactement. utilise quand même Sysnet en tant que broker pour accéder au réseau. La VM CTF, par exemple, elle Routeur. va avoir une IP genre, 10.137.0.2. Mmh mh. La VM Sysnet, elle va avoir une IP 10.137.0.1. En fait, la VM Sysnet, elle va avoir N plus une patte, N étant le nombre de VM qu'il y a derrière et une pour la carte réseau, quoi. OK. Donc Elle on va peut avoir N essayer de plus se le un port visualiser comme le et voilà. bridge Docker, qui fait que tu peux parler au réseau interne, mais Ouais, dans l'idée, c'est ça. nice. Voilà. OK, on parle de création de VM par template. Est-ce qu'il y a, des cas d'usage pratiques ou est-ce que tu as une petite CLI ou GUI qui permettent de facilement en pop une nouvelle, monter un répertoire, changer un namespace? Alors, tu peux facilement ouais, tu un QVM, j'ai plus en tête le nom de la commande, mais enfin un QVM truc quoi, parce que globalement les trucs dans Cubes, enfin les commandes dans Cubes, c'est des QVM tiret quelque chose. Du coup, tu en as un qui te permet de en point slash, créer des VM. Sinon tu as un tool en GUI qui permet de dire: «Bah, je veux créer une VM sur ce template», que ça net VM du coup, le concept où je te disais, tu as un câble Ethernet qui est branché d'une VM à une autre, c'est en fait, tu choisis la net VM d'une VM. Voilà OK, OK. Donc tu et peux en avoir du gros, NN, ouais, tu peux avoir oui, c'est ça et tu peux donc, lui dire, par exemple, qu'elle a pas de net VM et à ce moment-là, elle aura pas d'interface réseau, ta VM ou alors tu peux dire que sa net VM, ça va être Sysnet ou, Sysfirewall ou whatever. Il y a d'autres VM que j'ai pas OK, mentionné ou, bah, il y a Wunix, en fait, qui est intégré directement dans Cubes, OK, voilà OK, OK, nice. et donc ouais, tu as une GUI qui te permet de créer facilement des VM en 3 clics, quoi. OK. Par rapport à des menus qui te permettent donc je présume que tu dis quelle application tu veux démarrer, ça te la Ouais. sélectionne et ensuite tu dis dans quelle VM tu veux booter ou tu dis dans Alors même plutôt pas, la en VM fait, en premier. le nom de l'appli, c'est nom de la VM, 2 points, nom de l'appli. Genre quand je veux booter, Firefox dans une VM qui s'appelle Toto, je vais écrire Toto 2 points Firefox dans le des menus. OK, OK. Voilà. Ça s'auto-complète, c'est un peu bien fait ou c'est Ouais. encore un peu Ouais, rusty, ouais, ouais, non, Ultimate? ça s'auto-complète bien. Cool. Point de vue threat model, ça veut dire que si on arrive à péter un accès à des menus ou arriver à simuler des touches clavier, on n'est pas trop loin d'arriver à pop, n'importe quelle, commande ou process, dans une VM autre? Alors oui, mais enfin si tu tapes des enfin comment dire? Si tu tapes des commandes dans une Oui, VM, oui, c'est c'est-à-dire vrai. tu ponces la VM, GG à toi, mon clavier il est dans DOM0 et c'est en fait c'est DOM0 qui va donner les inputs, aux VM. Mmh. OK, donc clairement, si on a Donc déjà un accès DOM0, voilà, si tu par contre oui, c'est ça. Le threat model de Cubes, c'est que ça ne protège absolument pas l'utilisateur de son laptop. C'est-à-dire si tu as un accès physique au laptop, c'est fini.
globalement, être user dans DOM0, ça revient à être root dans toutes les VM. Hmm. Et c'est des Donc best à partir du practices. moment où, ouais, à C'est bon, partir ça du change moment où tout tu as le un modèle. laptop déverrouillé qui est à toi, enfin le fait d'avoir un mot de passe root sur DOM0, ça sert à rien parce que globalement toutes tes données elles vont être dans tes VM. DOM0, l'idée c'est d'avoir le plus léger possible pour qu'il soit justement le moins ponçable possible. Ouais. Mais du coup, tu as toutes tes données dans tes VM et être user dans DOM0, ça revient à être root dans les VM, donc tu peux lire ce que tu veux et faire ce que tu veux. Voilà. Dernière question, est-ce que Ouais. c'est pas juste un moyen très très fancy de faire des VM avec des snapshots et de dire restaurer le snapshot, partir avec une deuxième version de cette machine? Alors oui et non, parce que déjà une première chose, c'est que ça t'enlève j'ai un choix par défaut de à quel endroit je vais faire ça. C'est-à-dire que si tu as un hôte et des VM, en fait, tu as un choix par défaut qui est je vais faire la commande sur mon hôte. Ici, t'as pas vraiment de choix par défaut. C'est-à-dire que DOM0, vraiment, tu ne peux rien faire dedans. Il y a rien d'installé, enfin, c'est vraiment de la merde. Donc, en fait, tu vas être obligé de choisir un endroit et du coup, de bien ranger la chose. Déjà, t'as ça. Donc, d'un point de vue utilisateur, quoi, en UX, quoi. Et après, franchement, l'intégration, elle est vraiment, vraiment cool. Et arriver à ce niveau d'intégration, en fait, on a un mec à Synactive qui essaye de refaire ça, justement, avec QEMU. Et enfin, du coup, il a une Debian, enfin, son hôte, c'est une Debian et il a QEMU, quoi. Et en fait, c'est vraiment chaud de faire quelque chose d'aussi bien intégré que clairement. Cubes, quoi. Voilà. Quand tu vois à quel point on peut galérer déjà, ne serait-ce que pour l'intégration de Sway, alors que t'as pas de VM, que t'as rien, t'as tout nickel. Ouais. Et tu vois que les softs, ils arrivent quand même à se bouffer les uns les autres, à pas avoir les bons systèmes de clipping. Donc en plus, tu rajoutes des VM qui se voient pas les autres. Déjà, les transparences de terminal, t'oublies, je pense. Si, ça marche. Ça marche. Ouais. Ouais. Ok, En fait, solide. ils ont refait un truc, ils ont refait compositeur un X. inter-VM. Ils ont un compositeur inter-VM avec un X qui permet de voir le... Le compositeur, il est dans DOM0. Ouais. Et en fait, il y a un Mais quand même. protocole X. Enfin, ils ont réécrit un protocole. Enfin, ils ont réécrit un protocole qui est compatible avec le protocole X11 et qui permet de. Enfin, en gros, ils ont des proxys. En gros, tu as un X proxy dans la VM et qui va parler avec le compositeur dans DOM0. Et tout ça, ça fait que, ça gère la transparence, ça gère. Voilà. Excellent. Parce que tout est calculé dans DOM0 en fait. La partie compositeur. Voilà. Et merci beaucoup pour cette presse. Et de rien. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Parle plus fort, s'il te plaît. Ok. Plus fort. Pour ceux qui souffrent. Donc ça, on s'en fout. Donc là, ça commence avec mon petit Bob. Tout le monde l'a apprécié lorsqu'on a fait le meet-up IRL avec The Box. Donc je me suis dit pourquoi pas le ramener à l'EHAC, c'était le lendemain. Et les CM de The Box ont bien kiffé aussi. Comme vous le voyez, j'ai eu le Graal qui est le follow d'Axe The Box. J'ai gardé la notif, le stream, c'est dans mon téléphone et je suis bien content. Donc après ça, courant l'été, on va dire juillet ou août, après ça, juste avant la barbecue, j'ai eu une idée, je me suis dit pourquoi pas faire un bob, Hack the Bob. Du coup il est là, c'est ma copine qui l'a cousu, enfin brodé pardon, ça c'est l'original. Et à partir de là je l'ai montré du coup à la barbecue avec tous les copains. On a bien kiffé et ils ont bien kiffé du coup, le Bob. Donc là c'était l'équipe. Vous voyez ma tête 2 fois, ça fait beaucoup avec les autres images, donc je suis désolé mais trigger warning, c'est un peu tard mais bon c'est pas grave. Ensuite, après ça, vu qu'on a tous kiffé sur ce Bob là, on s'est dit pourquoi pas, avec Euse qui est l'ambassadeur à Xbox France, pourquoi pas demander à Xbox de le release. Et donc on les a floués sur Twitter tout simplement. On les a floués avec des photos de mon chat, avec des photos de mes goodies, avec des gifs. Là il n'y a pas les gifs, je suis désolé parce qu'il n'y a pas internet. Et on a même eu un petit push-up de shutdown qui nous a aidé. Et par la suite on n'a pas eu de réponse de leur part, donc je commençais à perdre espoir un petit peu, j'étais triste.
Mais on a eu Euse qui a fait du bon taf en background. Au milieu, il y a un GIF aussi, mais il n'y a pas internet, je suis désolé. C'était une fusion de Vegeta et Son Goku, je crois. Ou Goku. Je sais plus. Ouais, je sais plus. Mais bon, c'était la brute et moi et c'était juste au haut là, à l'entrée du Carly pour une meet-up qu'on a fait en date du 12 octobre. Donc j'ai ramené le Bob, encore on a kiffé, mais on n'avait pas de nouvelles d'Axebox à ce moment-là. Et courant novembre, je crois que c'était le 24 ou quelque chose comme ça, à la fin du mois, on a eu un message d'Axebox sur Twitter, je crois, qui annonçait la release du Bob. Donc sans aucune nouvelle de leur part du côté de eux ou quoi que ce soit, ils ont release le Bob et j'étais bien content. Du coup je l'ai commandé. Il m'a coûté cher. J'ai payé presque autant de frais que le prix du produit en lui-même. Donc tu leur fais le produit, tu leur fais le design, tu fais l'idée, tu te fais... En plus eux ils ont mis Axebox, moi j'ai mis Axebox, c'était plus stylé, bah ouais. La blague elle fonctionne qu'en français. Et oui. Donc voilà, merci à tout le monde, enfin toute mon équipe qui m'a bien aidé pour le float sur Twitter et puis sur Discord en DM avec Stella il me semble, donc la CM d'Axebox. À Mago parce que c'est elle qui a fait le design original et merci à la vie parce que c'est le goût et moi je peux pas faire de talk technique donc je me retrouve à faire ça, je suis désolé. C'est un régal, ça fait vivre la commu, c'est nice. Voilà. Ah oui, et ça c'est un message pour Axebox, j'espère qu'ils vont voir parce que j'ai pas eu de royalties et j'ai pas eu de voucher pour l'acheter, je l'ai payé moi-même, ok. Ah, ils abusent. Ça roule si tu veux, t'inquiète pas, un peu trop des vouchers. Ouais, mais je m'arrange. Mais ils m'ont déjà payé un voucher l'année dernière. Donc... Tu veux quoi? Tu veux un voucher? Tu veux pas de voucher? Si, mais moi je veux un voucher juste pour le Bob. Tu veux justice? Ou alors des royalties. Ok. Bon, bah on va bien spammer Axebox pour les royalties du coup. Ouais, mais faut que je demande à eux et ouais, peut-être. Ces deux ambassadeurs, peut-être qu'ils ont un peu plus de voix que nous. Tu veux la justice ou tu veux du drama? Faut choisir à un moment. Ah ouais, moi je veux du drama, si j'ai mon voucher à la fin, c'est pas grave. C'est good? C'est good, hein. Allez. GG.